Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Euh, nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes dans la journée du dimanche 31 mai 2020. Nous allons traiter quelques points avec vous. On va essayer de regarder le royaume de Luango, ce qui se passe. On va peut-être regarder un peu le Congo qui est devenu un sanctuaire de la criminalité. On peut simplement dire que un berceau où on arrive à recueillir tous les génocidaires par le dictateur et le kleptomane Sassou Deni. Nous allons essayer aussi de regarder cette dame qui est morte enceinte au Congo, le rôle que joue Mikolo Lydia Jacqueline et toute son équipe. Et nous allons regarder en dernier lieu certainement le fameux musée que Sassou venait de mettre à Oyo pour sa fille Edith. On tient à dire encore bonjour à tous les amis qui viennent de se connecter. Bon, vous le savez, chers amis, les amis du royaume Luango, tous ceux, je crois que vous avez déjà suivi beaucoup de publications sur cette affaire à travers l'Organisation pour la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. Nous nous approchons éventuellement de la date butoir qui est le 7 juin. Je vais simplement aller vous dire le 7 juin c'est quand. Le 7 juin c'est le samedi, le dimanche prochain je crois. Le dimanche prochain. Voilà, donc le 7 juin, les amis du royaume de Luango, le grand royaume de Luango, quand on parle du grand royaume de Luango, il faut inclure le Niari et le grand Kwilu. Donc le Kwilu et le Niari d'une manière générale. C'est ce que nous appelons le royaume de Luango. Et ce royaume a été piloté par le grand roi que nous appelons Mani Makosso Tikosso. Mani Makosso Tikosso. Et nous avons déjà fait une vidéo là-dessus où nous avons expliqué le contenu du traité colonial que le roi Mani Makosso Tikosso avait eu à signer avec Robert Cordier, qui était le commandant de la cononière, le Sagittaire, donc le représentant du colon, donc du roi de France à cette époque, là à Pointe-Noire. Nous avons expliqué ça. Et donc, il y a eu un traité qui s'était signé le 12 mars 1883. Et au cours de ce traité, le royaume se mettait sous la protection de la France. Donc, la France avait promis à perpétuité de protéger le roi, les descendants du roi, les sujets du roi à perpétuité. Oui, chers amis. Mais la France n'a pas respecté ce contrat. Parce que la France a remis le Congo, a remis le royaume dans l'enceinte du Congo. Donc le royaume de Luango qui était détaché a été instauré au niveau du Congo. Dans les clauses, la capitale était Pointe-Noire. Nous savons que la capitale avait été déplacée après les indépendances ou juste pendant la période des indépendances. Hein, c'est le président Youlou qui avait déplacé la capitale du Congo. La capitale du Congo n'a jamais été Brazzaville. Ça avait été Pointe-Noire. Donc, nous avons déjà expliqué et élaboré dans ce sujet. La France, donc, a brisé le contrat en remettant le royaume, le grand royaume de Luango, dans le Congo. La France a brisé le contrat. La France a brisé le contrat parce que la France a permis à un tyran que nous appelons Sassou Deni, qui n'avait rien à voir avec le grand royaume de Luango. La France donc a emmené les forces étrangères pour venir tuer les amis du Congo d'une manière générale. Et éventuellement le grand royaume de Luango qui se retrouve victime de ses ressources, victime de toute sa richesse. Et donc la France qui avait promis dans ce traité du 12 mars 1883 de protéger à perpétuité le grand royaume de Luango, le roi, les sujets, ainsi de suite,
n'a plus respecté parce qu'il a simplement donné le royaume de Luango et ses richesses à un étranger que nous appelons Sassou Deni. Aujourd'hui, les peuples de Luango, de Grand Luango, sont victimes. Et vu que la France n'a pas respecté ce traité de 12 mars 1983, les descendants du roi, ce que nous appelons le grand roi Mani Makosso Chikuzo, les descendants de ce roi, les sujets de ces rois, se sont donc levés autour d'une organisation que nous appelons l'Organisation pour la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. Et donc, cette organisation avait donc rédigé à Emmanuel Macron, donc on peut simplement dire au président de la communauté, parce que nous avons déjà eu à expliquer que le Congo fait partie de la communauté parce que le Congo n'avait jamais été indépendant. Le Congo avait été indépendant pendant 11 heures. Hein. On a déjà expliqué ce phénomène. Une correspondance avait été envoyée au palais de l'Élysée par les compatriotes du Congo, les descendants et les sujets du roi Mani Makosso Chikuzo. Cette correspondance avait été envoyée le 22 février 2020, expliquant à Emmanuel Macron que le grand royaume de Luango devait donc obtenir toute sa souveraineté. Je vais simplement lire ce que nous avons, ce qu'ils ont appelé addendum du manifeste, parce qu'il y a eu un manifeste qui avait été rédigé, envoyé aussi ensemble avec cette correspondance. Je vais simplement lire les grandes lignes de cet addendum du manifeste. Il dit considérons le manifeste où nous, filles et fils ressortons du royaume de Luango, avons exprimé notre volonté d'assurer librement notre destin en tant que peuple souverain. Le point 2, ils écrivaient considérons que l'abrogation unilatérale. Je vais simplement avancer un peu l'ordinateur aussi pour bien voir. Voilà, donc considérons l'abrogation unilatérale, loi constitutionnelle 95-880 par la France, des articles relatifs à la communauté dont la constitution est anticonstitutionnelle. Oui, puisque nous avons déjà expliqué que la communauté est anticonstitutionnelle, c'est clair. Car non conforme aux dispositions liées à la communauté, de fait de la communauté subsiste. Point numéro 3, considérons que le président de la France est le président de la communauté. On a déjà expliqué que tous ces pays africains, de l'Afrique, tous ces pays francophones font partie de la communauté, à l'exception de la Guinée, l'unique pays qui avait obtenu véritablement son indépendance avec le président Sékou Touré. Les autres pays ont été bâillonnés, ils ont signé, après quelques heures ils sont repartis. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Nous avons été indépendants pendant 11 heures et après nous sommes repartis dans la communauté. Et cette communauté, le président de cette communauté, c'est le président de France, Emmanuel Macron. Et ça, personne ne peut nier ça. Les Français ne peuvent pas nier ça. C'était de l'arnaque, c'était le vol, c'était anticonstitutionnel, c'est de la criminalité pure et simple. Donc nous n'avons jamais obtenu la souveraineté. Donc Sassou est un petit préfet de la France, un sujet de la France, on peut dire comme ça. Je vais continuer le point numéro 4. Considérons que l'État actuel du Congo est membre de la communauté instituée par la Constitution de 1858 et de fait est soumis à l'autorité du président français. En conséquence, les filles et fils ressortant du royaume Luango au sein de l'Organisation pour la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango demandent au président de la France 1. De faire cesser l'exercice du pouvoir de Brazzaville sur le royaume Luango, lequel pouvoir ne serait plus reconnu à la proclamation de la souveraineté du royaume de Luango, que nous allons vous donner la date tout à l'heure. Point numéro 2, de participer dans les négociations trilatérales France, État du Congo, royaume de Luango, sur la dette, les avoirs, on peut dire passifs et actifs, gestion des infrastructures
télécommunications, communications, reconnaissance des frontières. Le royaume de Luango va se détacher du Congo. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça, c'est ce que nous encourageons d'ailleurs. Parce que la France a supporté un tyran, un kleptomane, pour piller les richesses du royaume de Luango et dont le peuple souverain ne bénéficie pas. Point numéro 3, de prévenir toute exaction, représailles, intimidation ou toute violence sur les autorités royales, sujets du roi, étrangers présents sur le territoire du royaume et infrastructures tout azimut, présentes dans le royaume de Luango. Et on dit, en vertu de notre droit d'assurer librement notre destin, nous, filles et fils, ressortons du royaume de Luango, décrétons un moratoire sur la signature des contrats engageant sur les ressources de notre royaume. Donc vous voyez que, et ça a été signé, fait à Paris le 22 février 2020, les signataires sont là. Donc la date de la souveraineté, c'est connu, ça serait le 7 juin 2020, le royaume de Luango va se détacher du tyran Denis Sassou Nguesso. Et tous les autres départements aussi, les autres royaumes, le royaume Congo va aussi se détacher si la France continue de supporter le tyran Sassou à la tête de ce pays. Et c'est clair. Et ça, c'est parce que les sujets, les descendants du roi, pensent que le traité du 22 mars 1883 a été fait par la pression. Le roi n'a pas signé ce contrat de son propre gré parce que il y a eu des mensonges. Hein. Le roi l'avait signé simplement parce qu'il voulait sauver sa famille, il voulait sauver ses sujets, il voulait sauver ses descendants parce qu'il y a eu des menaces de mort et le roi l'a signé. Et nous pensons que cette signature de ce traité qui mettait le grand royaume de Luango à perpétuité sous les commandes de la direction de la protection de la France n'a pas été fait dans les normes de liberté de parole, de liberté d'expression, ainsi de suite. Et donc voilà pourquoi les descendants réclament. Et donc cette date, c'est connu, le 7 juin, et donc je crois que c'est le lundi prochain, le dimanche prochain, le 7 juin, le grand royaume de Luango va proclamer sa souveraineté. La réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango va se faire si la France fait des doutes, parce que là, ce sont les grands sages du royaume de Luango. Tous ces grands sages du grand royaume de Luango, quand on parle du grand royaume de Luango, ce ne sont pas des sages fabriqués par Sassou, hein, que Sassou nous bricole par le Conseil national des sages de la République, une institution qu'il a mis en place pour tripatouiller les véritables pensées des grands dignitaires de ce pays. Mais cette organisation a eu le cutus 100% hein, de tous les sages, dont le grand royaume de Luango, même le roi actuel, parce que même le roi actuel, il ne connaissait pas ces choses-là. Mais quand on leur a expliqué, ils ont compris, ils ont donné le cutus. Donc, le 7 juin, la souveraineté du grand royaume de Luango va se proclamer. On va encore voir là où le bonobo Sassou va continuer à aller tirer les ressources, le pétrole. Donc, et les menaces ont été faites. Hein, ont été faites. Si la France doute, ils vont voir ce qui va se passer. Oui, ils vont voir ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Peut-être que ça ne serait pas des choses que vous verrez visiblement, mais il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont se passer, chers amis. Et donc, c'est une vérité. Là, on va maintenant prendre tous les pouvoirs traditionnels pour les ressortir, pour aller vers la libération complète. Et donc, il faut chasser les bonobos sur les terres du grand royaume de Luango. Et donc, la France, je crois que depuis le mois de février, le président de la France a reçu cette correspondance. Et nous pensons qu'il n'y a plus de raison. C'est de chasser ça sur les terres. Donc, voilà. C'était la date à retenir, le 7 juin 2020. La souveraineté du grand royaume de Luango va se proclamer à travers l'organisation pour la réhabilitation de la souveraineté du grand royaume de Luango. On va mettre terme au traité colonial signé entre le roi Mani Makosso Chikuzo et Robert Cordier, commandant de la canonnière le Sagittaire, dont le représentant du colon, là à Pointe-Noire. Et donc ce traité du 12 mars
1883, on va mettre terme à ça. La souveraineté du royaume de Luango va se proclamer et nous allons donc mettre hors d'état de nuire tous les tyrans et le tyran et ses descendants qui ont sauvagement occupé les grandes terres du royaume de Grand Luango, qui ont sauvagement occupé les minerais, les richesses de ce grand royaume de Luango, qui ont sauvagement détruit le grand royaume de Luango. On va les chasser de ces terres. Et ça, il y a des choses qui vont se faire. Donc, le colon, la France, a été averti. Et là, nous passons à la phase d'exécution. C'est ce qui va se passer. Bon, voilà. Je crois que nous en avons plus sur ce point. Rapidement, le Congo est devenu un terrain de jeu où on peut simplement dire un bassin qui recueille tous les génocidaires qui partent de partout à travers le monde entier pour venir aider Sassou à accomplir son projet machiavélique qui est celui de maintenir le Congo en état d'esclavagisme, de piller les ressources naturelles, c'est-à-dire faire du Congo une propriété personnelle du tyran Sassou et sa famille et sa bande. Oui, chers amis, c'est une réalité, parce qu'au fur et à mesure que nous avancions dans le temps, plusieurs révélations sont en train de se faire. Vous savez que au mois de mai, ce mois-ci, ce mois de mai, il y a eu la cour de la Haye sur les affaires du génocide du Rwanda a eu à découvrir le reste de Augustin Bizimana, qui fut le ministre de la Défense du Rwanda lors du génocide des Tutsis en 1994. Allez, chers amis. Et ce monsieur est mort là à Pointe-Noire. Ce monsieur a opéré pour le compte de Sassou lors des coups d'État, les opérations Moué Barak, Sassou a mis en place pour exterminer le peuple Congo et briser le sud du Congo. Donc, mettre simplement le pays en état d'esclavagisme sous la commande d'Ngeso. Éventuellement mettre les Congolais en porte-à-faux entre eux. C'est-à-dire que les Congolais de la partie sud pensent que ceux de la partie nord sont leurs ennemis. Alors, ce qui n'est pas le cas. Les ennemis sont connus, ceux qui manipulent le Congo. C'est le clan Sassou, le clan du tyran, l'espèce que nous appelons l'espèce Homo sapiens. Hein? Et ça, c'est connu. Ah ouais, et donc, Sassou, pour mener ses opérations, il a menti tous les autres amis de la partie nord. Hein? C'est-à-dire que ceux qui sont, enfin, les militaires, les véritables militaires, il les a manipulés. Or, Sassou, derrière, avait une autre stratégie, c'est de ramener tous les génocidaires. Mais Sassou ne l'a pas fait seul. Parce que s'il y a des grands génocidaires rwandais recherchés par la Cour pénale internationale de justice, cette cour sur le génocide rwandais qui avait été mis là à La Haye, des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre ces individus, reconnus, cherchés par Interpol, ainsi de suite. Sassou ne peut pas garder ces individus là seul au Congo, sans pourtant que Sassou ne puisse obtenir le soutien total et le hockey de la France. La France qui était parmi les piliers commanditaires de ce génocide au Rwanda. Donc simplement, la France et Sassou, ou la France-Afrique, a décidé là de protéger les génocidaires en envoyant donc ce génocide chez Sassou pour que ce génocide continue de faire ce travail pour Sassou. Conserver le pouvoir de Sassou en maintenant les départements de la partie sud en état d'esclavagisme. Donc éventuellement, toutes les attaques que nous avons vues, le génocide dans le Poul, les répliques de 1998, ce qu'ils ont appelé la réplique, donc c'est-à-dire que la deuxième vague de tsunami pour neutraliser toute force qui pouvait résister contre le pouvoir de Sassou. Et ce que nous avons vu, beaucoup de compatriotes au Congo, dans la partie sud, sont allés se cacher dans les forêts. Et quand ils étaient sortis, nous avons vu comment les enfants ont été défigurés avec la malnutrition, les adultes ont été défigurés avec la malnutrition. Beaucoup de gens sont morts, des charniers, ainsi de suite. Donc, des crimes de guerre ont été commis sur des civils au Congo-Brazzaville par le régime Sassou. Mais Sassou ne l'a pas fait seul. Sassou l'a fait avec l'appui de son ange gardien qui se retrouve ici, la France-Afrique. Et Sassou l'a fait avec des étrangers, des troupes étrangères qui ont opéré pour le compte de Sassou. Et ces gens-là qui ont opéré ont toujours reçu la protection de Sassou, ont toujours reçu le financement, le soutien, ainsi de suite. Et si ces gens-là reçoivent la protection de Sassou,
ça veut simplement dire que ces gens-là reçoivent aussi la protection de l'employé de Sassou, qui est ici le président de la communauté, comme nous appelons ici le président de France. Et ça, c'est une réalité, personne ne peut nier ça. Alors, donc, Augustin Bizimana, ancien chef d'état-major, chef de défense, ministre de la Défense du Rwanda, qui est au Congo, parce qu'il avait emmené des troupes rwandaises, tous ces militaires-là, qui ont commis le génocide au Rwanda, se sont réfugiés au Congo-Brazzaville. Et Sassou les a récupérés, les a utilisés pour faire ce sale boulot dans la partie sud. Demandez à ceux qui ont vécu le Poul, Bouansa, Mouyonzi, Nkaï, Loudima, les Dolizy là-bas, ils vont vous dire, même jusqu'à Sibiti, ils ont massacré des gens aux machettes. Aux machettes. Ça, c'était des massacres aux machettes. Et ça, c'était opéré par les gens qui ont commis le génocide au Rwanda par leur expérience de commettre ce genre d'exactions. Donc, Bizimana a fait ce sale boulot-là pour Sassou avec ses troupes rwandaises. Bon, vous voyez que quand on a annoncé la mort de Bizimana, on a retrouvé son corps, le reste de son corps, dans une tombe là à Pointe-Noire, on a aussi annoncé l'arrestation de Félicien Kabuga. Félicien Kabuga, c'était lui le financier du génocide rwandais. C'est-à-dire que l'homme d'affaires derrière le capital, qui finançait tous les actes de criminalité. Et celui-là, il a été arrêté en France. Les investigations démontrent que ce Félicien Kabuga, là, il détenait un passeport congolais. Et dans ce passeport, il portait le nom de Antoine Tunga. Mais vous voyez, Tunga, ça c'était un nom, je crois peut-être Larry. Voilà un criminel. Mais vraiment, ça se... Chers amis, parfois ça fait pitié, quoi. Donc, il lui donne un nom Tunga. Tunga, c'est peut-être un nom Larry, ou un nom Bakamba, Badondo. Bref, un nom de la partie un peu le centre, vous voyez, chers amis. Donc, un criminel recherché par la Cour pénale ou par la Cour de la Haye sur le génocide au Rwanda. Sassou lui donne une identification, même pas Mboshi du clan, mais il lui donne une identification de la partie sud, d'une façon simplement de camoufler. Donc, pour lui, Sassou, les criminels se trouvent toujours dans la partie sud du Congo. Ouais, chers amis. Et donc, ce monsieur détenait un passeport congolais qu'on appelle ici Antoine Tunga. Vous voyez que Bizimana au Congo, Antoine Tunga au Congo avec un passeport congolais, Bizimana, certainement, il avait aussi un passeport congolais. C'est des gens qui faisaient des opérations. Donc, vous voyez que c'est toute l'équipe organisatrice du génocide du Rwanda qui se retrouve au Congo avec leurs troupes pour protéger le pouvoir de Sassou. Et ça, personne ne peut nier ça. La France-Afrique ne va jamais nier. Le président de la communauté, que je ne vais pas dire le nom, vous allez déjà connaître, ne va jamais nier ça. Les Nations Unies ne vont jamais nier. Bon, si vous ajoutez à cela Abdoulaye Miskin, que nous avons déjà élaboré dans les directs passés, de son vrai nom Kuntamandi Martin, le rebelle tchadio centrafricain, celui-là que ça soit déjà donné, le passeport congolais signé par Zéphirin Mboulou. Vous voyez, chers amis, des gens qui commettent des crimes, et les actions de Miskin sont connues. Quand Sassou est allé a voulu stabiliser le pouvoir qu'il n'a jamais obtenu, les élections de 2016, il est allé s'attaquer au Poul avec son ami Ntoumi. Ils ont fait un truc d'arrangement pour permettre à Sassou de stabiliser le pouvoir. Vous voyez, chers amis, nous avons vu ce scénario, l'action des rebelles, des hommes de Mesquine dans le Poul, contre le peuple, enfin les miliciens de Sassou, contre l'Angestapo. Souvenez-vous, tout dictateur utilise ce que nous appelons le concept 6, 12, 24 et 2. Tout dictateur utilise ce concept que nous appelons 6, 12, 24, 2. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il envoie une première troupe de 6 éléments pour aller faire tous ces mauvais actes que vous connaissez, dans le Poul ou ailleurs, et il envoie en 4 mini 12 autres éléments pour aller surveiller les 6 premiers éléments qu'il avait envoyés, donc pour surveiller la première troupe. Oui, chers amis. Et sans pourtant que la première troupe ne soit informée. Et après, il envoie 24 éléments, donc une troisième troupe, pour aller massacrer les 2 premières troupes.
Donc la première troupe et la seconde troupe. Et 24 là partent pour faire ce travail-là. Et après, il envoie 2 véhicules pour faire le nettoyage. Donc on nettoie la scène de crime, quoi. Et c'est ce que ça soit fait. Hein. Donc il a envoyé les cobras dans le pool. Il a envoyé beaucoup de cobras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie donc les hommes de Mesquine pour aller massacrer tous ces cobras-là. Mais pourquoi Sassou le fait? C'est pour attirer la compassion dans la partie nord. Donc, parce que tous les cobras, éventuellement, ce sont des enfants qu'il a pris dans leur village, dans la partie nord, chez lui là-bas, ou quelques parents parce que Sassou arrive toujours à les expliquer que c'est notre pouvoir, si nous ne nous battons pas, les Congos vont prendre le pouvoir et vous allez fuir le lendemain. Ils vont venir vous massacrer. Donc, c'est des pauvres paysans qu'on manipule et ces paysans-là confient leurs enfants à Sassou. Sans une formation de base, il faut aller sauvegarder le pouvoir du clan, donc de l'espèce Homo sapiens. Vous voyez? Et donc, après Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les éléments de Mesquine pour les massacrer tous. Et Sassou vient donc, les stratégies toujours d'un dictateur, c'est d'attirer la compassion envers son peuple, ses moutons, ses sujets, ses brebis. Il étale donc les corps de ces soldats-là au palais, au boulevard Alfred Raoul. Et nous avons vu toutes ces mamans-là pleurer et maintenir une certaine haine pour dire que ce sont les Congos qui ont tué nos enfants. Or, c'était des manipulations de Sassou pour attirer la compassion envers le peuple ou les populations de la partie nord du Congo pour que cette population continue à demeurer fidèle à lui. Oui, chers amis. Et c'est ça les stratégies. C'est ça les œuvres des éléments de général Abdoulaye Miskine, de son vrai nom, Kuntamandi Martin. Ça, c'est peut-être encore un faux nom que ça soit utilisé pour lui confier un passeport de service du Congo signé par Zéphirin Moulou, qui est actuellement le ministre de l'Intérieur de Sassou. Donc vous voyez qu'une criminalité au haut niveau de l'État, manigancée par Sassou. On ne s'arrête pas là. Donc on est en train de vous montrer le bassin de la violence que ça soit installé et les rebelles que ça soit installé au Congo. Bon, on va encore vous parler de l'homme d'affaires néerlandais ou hollandais que nous appelons ici Gus Kouwenhoven. Gus Kouwenhoven. Bon, nous allons appeler ici par Monsieur Gus, parce que c'est ce que tous les articles publiés, même Mediapart l'a publié, beaucoup d'articles sont là, parlent de ce monsieur. Ce monsieur a été condamné aussi par la Cour de la Haye à 19 ans d'emprisonnement parce qu'il a violé l'embargo sur la livraison des armes au Libéria. Ce monsieur a été condamné. Il fut un ami de Charles Taylor, un ancien président et chef de guerre. Nous connaissons ce qui s'était passé au Libéria. Vous voyez. Donc, ce monsieur a fait des concessions avec ce monsieur, avec Charles Taylor. Je te livre les armes, tu me donnes des concessions forestières. Et donc, il se cache derrière l'exploitation forestière pour faire le business. Et ça, c'est un blanc, un Hollandais. On appelle ici monsieur Gus Kouwenhoven. Voilà, on prononce ça mal parce qu'on n'est pas des Hollandais ici. On va l'appeler monsieur Gus. Voilà, chers amis. Et donc, ce monsieur a aussi des bonnes relations avec le régime de Sassou. Donc, vous voyez qu'il est condamné parce qu'il a violé l'embargo sur les armes. Donc, il a violé ce que nous appelons une résolution des Nations Unies. Il a violé cette résolution. Et il a été condamné. Et ce monsieur, il est aussi partenaire dans le régime de Sassou. Il est partenaire, ce que nous voyons ici, il est partenaire dans une société au Congo qui appartient, la société SIPAM, qui appartient à Émile Ouesso, un ministrant de Sassou. Émile Ouesso, un ministrant de Sassou. Et ce monsieur, il est aussi dans les actions, beaucoup de business liés à l'exploitation forestière, avec Sassou Christel Kelly, avec Henri Nzombo. Mais Henri Nzombo, c'est qui? C'est le monsieur exploitation forestière du régime Sassou. Ce type est resté à cette fonction avant que Sassou ne puisse le chambouler à l'agriculture. À l'agriculture, parce que Sassou l'a chamboulé à l'agriculture parce qu'il est en train de rechercher des capitaux. Ce monsieur est resté quasiment plus de 25 ans à ce poste. Donc, imaginez les rouages liés à la magouille, toute la magouille. On coupe le bois à sous-diamètre, on dévalise les forêts,
on accorde des concessions par une mafia. Tout cela, on a déjà expliqué les cas de Henri Nzongo. Pour ceux qui ont l'habitude de nous dire, ils peuvent encore aller regarder dans une autre chaîne YouTube. Ils vont fouiller ces vidéos sur ce monsieur. C'est des criminels financiers à haut niveau. Et ces gens-là arrivent même à assassiner les directeurs ou les agents des exploitations forestières qui essaient de ce que nous appelons des lanceurs d'alerte, hein, ceux-là qui essaient de dire quelque chose, ils arrivent à les exécuter. Donc c'est une véritable mafia. Et donc, vous voyez que et les articles expliquent encore que il y a un autre général libérien, qu'on appelle ici le général Fox, qui est aussi un ami de ce Gouste-là. Ces deux individus-là ont vécu à 7 km de Sibiti. Sibiti, là, nous sommes dans... Sibiti, c'est le chef-lieu du département de l'Alukumu, qui n'a même pas un hôpital que nous connaissons, que le docteur Nzondolt venait de mourir. Je ne sais pas si je... Nzondolt, le docteur Nzondolt, qui avait fait une vidéo, il lançait un appel aux partenaires, aux gens de venir leur aider à faire fonctionner l'hôpital de Sibiti, parce qu'il avait présenté ses difficultés de pouvoir opérer l'hôpital de Sibiti, l'hôpital de base, parce que le département de l'Alukumu n'a qu'un seul hôpital, en fait dispensaire, on peut appeler. Le département de l'Alukumu n'a qu'un seul dispensaire que nous appelons le dispensaire de Sibiti, donc le chef-lieu, qui manque de tout. Et là, les vidéos sont là. Nous allons encore le mettre sur notre mur Facebook. Je n'ai pas envie de faire des va-et-vient sur l'ordinateur. Mais les amis de YouTube auront beaucoup plus de chance parce que je mettrai ces vidéos-là directement. Donc vous voyez que Nzondolt là venait de mourir. Est-ce que c'est par rapport à cette vidéo? Je suspecte parce qu'on dit une mort brutale. Voilà le directeur de l'hôpital de Sibiti qui lance un SOS demandant aux gens de bonne foi de venir les aider. Sassou n'a pas gobé ça. Est-ce que c'est ça qui a déclenché la mort de ce monsieur? Je suis convaincu à 100%, rancunieux que ce type est, que nous appelons le reptilien de la mauvaise espèce, le tyran Sassou. Nous ne pouvons pas qu'il pouvait tolérer les propos et l'appel au SOS lancé par le docteur Nzondolt. Et donc nous tenons à souhaiter les condoléances à la famille et nous sommes de cœur avec vous parce que nous sommes en train de mener une lutte légitime, légale. Sassou avait dit qu'il construisait des hôpitaux. Le Congolais n'a jamais vu ces hôpitaux. Il est parti sur France 24 et RFI. Il a dit que ces hôpitaux étaient terminés à 75%. Nous confirmons que les hôpitaux n'ont jamais commencé. La construction n'a jamais commencé. La construction n'est jamais arrivée à 10%, n'est jamais arrivée à 75%. Donc, certainement, ça avait commencé dans la tête de Sassou. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà ces deux individus. Le général Fox, le Libérien. Un autre génocidaire qui a travaillé avec Charles Taylor et le Gousse qui est condamné par la Cour pénale internationale de justice se retrouve dans l'exploitation forestière au Congo. Comment Sassou ne peut pas comprendre ne pouvait pas savoir que ce monsieur était recherché par la Cour pénale internationale de justice, qu'il avait des pépins, qu'il avait été condamné parce qu'il vendait des armes? Non, Sassou sait, parce que ces gens-là continuent à jouer ce même rôle. Donc nous suspectons aussi qu'il y a eu des Libériens là au Congo, du général Fox, qui continue de mener la répression dans le département de Poul, le chaos que nous avons vu dans le département de Poul, la punition qu'on a infligée à notre peuple, où on arrive même à tronçonner les arbres fruitiers, ça démontre vraiment de la haine pure et simple, où on brûle plus de 300 et quelques villages, on chasse les gens comme du gibier, et ça, ce n'est pas le caractère d'un Congolais pur. Non, parce que dans le Congo, il y a ce que nous appelons beaucoup de mariages jumelés. Les Mboshi qui se marient au Congo, Bembe qui se marient au Mboshi. Il y a quand même ce côté-là qui va nous retenir de faire ce genre de choses. Il fallait que ce soit des étrangers qui viennent sans état d'âme pour faire ce genre d'opération. Okemba Dominique l'a dit autour de ce parent. Nous avons tué dans le Poul, le ciel n'est jamais tombé. Le ciel tombera au Kemba Dominique Jean. On te le promet. Le ciel tombera au Kemba Dominique Jean. Vous voyez que ce qu'ils ont fait dans le Poul, ce qu'ils ont fait dans le sud du Congo d'une manière générale, même pendant les périodes de repli, qu'ils ont coupé les gens à la machette, comme au Rwanda, ça a été fait par des Libériens, ça a été fait par des Centrafricains, par des Tchadiens. Ça a été fait
par des Rwandais, parce que ça prouve que toutes les forces, qu'il s'agit ici du général Fox, qui est libérien, qu'il s'agit ici de Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin, un Tchadjo centrafricain, qu'il s'agit ici de Augustin Bizimana, ça encore ça c'est un génocidaire rwandais, qu'il s'agit ici de Félicien Kabuga, ça aussi c'est un Rwandais. Donc vous voyez que ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de le prouver par la présence de ces individus sur le territoire congolais, et ces gens-là sont détenteurs du passeport congolais. Et donc on le dit, M. Gust, qui est l'intermédiaire, donc l'homme, le trafiquant d'armes, qui utilise le business de forêt. Mais ici, il faut comprendre que ça se encore dans cette technique-là, avec monsieur Gust, avec monsieur Gust ici, vous pouvez comprendre avec moi que le Néderlandais, c'est l'échange, c'est les trocs. Avec la Chine, il fait échange pétrole contre infrastructure, parfois contre argent. Mais avec le Hollandais ici, le Néderlandais, il le fait échange armes contre le bois. Hein, l'échange armes de guerre, munitions de guerre contre le bois. Échange expertise militaire, échange mercenaire contre l'argent. Donc nous en sommes convaincus que le général Fox de la Sierra Leone, du Libéria, pardon, qui a déjà travaillé avec Charles Taylor, c'est un partenaire direct de ce monsieur-là que nous appelons le lieutenant monsieur Gust. Oui, chers amis. Donc ces gens-là ont vécu à 7 km de Sibiti, dans les forêts, là où ils réalisent la coupe du bois à la vitesse grand V. Et ça, c'est une réalité. Oui, chers amis. Et ce Gust-là, le 20 avril passé, on l'a vu du côté d'Afrique du Sud. Il est rentré à Oyo le 20 avril pour aller venir assister à l'enterrement des parents de Sassou ou de Dominique Okemba. Il faut signaler ici que M. Gust et le général Fox, le Libérien, tous les deux détiennent le passeport congolais. On dit même qu'ils ont même le passeport de la République centrafrique, de Centrafrique. Ils ont ici le passeport centrafricain. Ils ont aussi le passeport de l'Afrique du Sud. Donc, vous comprenez? Donc ce sont des individus qui se baladent avec des identités totalement différentes. Donc les agents de Sassou, ils sont au service de Sassou. Hein? Donc les armes que nous voyons, qui transitent par l'Afrique du Sud ou qui passent par la Turquie, par des chemins flous, arrivent au port de Pointe-Noire, ce sont les Gust-là et les forces-là qui sont là à l'intérieur. Et ces forces-là n'apportent pas simplement l'expertise en armement, mais ils apportent aussi l'expertise en méthode de répression, en méthode de guerre. Ils apportent aussi le personnel militaire pour faire ce sale boulot-là. Hein, c'est ça qui est la vérité. Donc voilà pourquoi les amis du royaume de Luango veulent s'en débarrasser de ça en sortant de leur affaire. Les amis de Luango sont très furieux aussi de la mise en place de la 32e la mise en place du 32e bataillon de fusiliers marins mis en place par Sassou, formé en Chine, toujours avec les échanges pétrole-formation. On a formé ce 332e bataillon de fusiliers marins, simplement pour couler les plateformes au cas où la France venait à chasser Sassou du pouvoir brutalement. Hein? Mais ils doivent savoir que le 27 octobre 2014, il y a eu ce que nous appelons exercice militaire de Luango. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'exercice militaire de Luango. Ah, peuple congolais. Nous sommes là pour vous apporter l'information en temps réel. Les informations que vous ignorez, qui sont très claires. L'objectif de Sassou, comme vous avez vu avec la mise en place du 332e bataillon de fusiliers marins, c'est éventuellement mettre en place la base militaire navale de Konkwati-Ndouli. On a déjà expliqué ça. Tout ça, c'est connu. Nous avons élaboré, nous avons expliqué en détail, nous n'avons plus du temps pour l'expliquer aux Congolais. Donc, vous voulez aller savoir plus sur ça, allez-y à YouTube, fouillez ça. Il y a une vidéo qui existe, 332e bataillon de fusiliers marins. Vous allez donc savoir ce qui se passe. Donc, le peuple, les habitants, les sujets du roi, Mani Makosso, Chikoso, vont donc déclencher la souveraineté du royaume de Luango de 7, donc mettre hors d'état de nuire les stratégies de l'exercice militaire de Luango mis en place par la France et Sassou, et donc les stratégies, même l'Angola. L'intention ici, c'est de comment envahir Pointe-Noire en passant militairement, bien sûr, en passant
via Luango, Pakuilu, Mpili, Ngambonchi, Monkamba, Makola, Louvulu et Kakamweka et puis barrage de Sunda. C'est ça l'objectif, ce que nous appelons l'exercice militaire de Luango. Mais ne vous en faites pas, nous avons la connaissance de tout ça et nous avons la contre-proposition pour empêcher les gens d'envahir Pointe-Noire en passant par ces points de stratégie. Nous avons mené une contre-proposition tactiquement militaire pour pouvoir empêcher ces zones d'opération et maintenir la stabilité et la souveraineté du royaume de Luango. C'est ça l'objectif. Voilà, donc ça c'était sur cette place. Donc vous voyez que nous venons là de démontrer que le Congo est un bassin des génocides. Si Sassou accorde la citoyenneté à tous ces individus, ces criminels réputés, si Sassou donne des terres à ces gens-là, si Sassou donne notre bois, en connivence avec tous ces criminels, l'unique façon de Sassou, c'est de maintenir une mafia, maintenir le peuple du Congo en état d'esclavagisme. Voilà pourquoi vous ne voyez pas l'argent du bois, parce qu'il y a des échanges, bois contre armes de guerre, bois contre service militaire, bois contre troupes militaires pour protéger le pouvoir de Sassou. Et les gens de Orin Zombo sont jusqu'ici au Canada. Hein. Il y a cet individu-là qui nous emmerde très souvent. Il croit que nous ne connaissons pas ce qu'ils font. Hein. Mais ne vous en faites pas. Le système baie vitrée a des yeux grandement ouverts. Quand on appelle système baie vitrée, ne voyez pas celui-là qui vous parle. Il y a des plus puissants derrière qui vous regardent et qui vous voient au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer et jusqu'à mettre terme à votre stratégie. Souvenez-vous, le colonel, vous connaissez Glad, hein? J'ai pas envie de dire son nom ici. Le colonel Glad avait été assassiné là aux États-Unis, hein, n'est-ce pas? Les plans bâtis par le régime de Sassou. Donc un opposant au Congo qui s'est fait assassiner sur le territoire américain. Et ça, les services secrets n'aiment pas ça. Les Américains n'aiment pas ça. Il y a une colère énorme qui arrive pour les criminels. Bon, rapidement. Bon, nous avons tous suivi cette jeune dame, nièce de l'abbé Jacques Nganga Nitumosi, qui est décédée il y a quelques jours à ce qu'ils appellent ici un centre médical, Léono, qui est basé à Wenzé, suite d'une césarienne apparemment. La dame est partie de chez elle, est arrivée à Blanche-Gomez. Le médecin à Blanche-Gomez prescrit une ordonnance au monsieur, donc le mari de la femme, pendant que le monsieur parte acheter des produits, et derrière, le médecin donc injecte une piqûre que nous ne savons pas de quoi à la dame. Et quand le monsieur arrive, la situation devient de plus en plus grave. On dit donc à la dame et le monsieur d'aller donc à ce centre médicalisé Léono. Bizarre, hein, chers amis. Hein? Cette dame est partie à cette clinique, donc elle est décédée là-bas. Et ils ont voulu donc ramener le décès de cette femme-là, la cause, hein, qu'ils ont voulu dire qu'elle était décédée de Covid-19. Bon, heureusement qu'il y a eu l'agissement du quartier, la famille, et beaucoup de gens se sont levés pour dire non, pas question. Et donc, apparemment, le pouvoir de Brazzaville a eu peur, hein, d'un soulèvement. Donc, ils ont simplement décidé donc d'accepter le corps de la dame à la morgue de Brazzaville. Bon, Léono, pour ceux qui ne savent pas, Léono, c'est un centre on peut dire médical, hein, du quartier, on peut le dire comme ça. Et ça se situe dans la zone de Wenzé, hein, dans la zone de Wenzé. Le médecin en chef, vous avez entendu dans la vidéo comment, je crois que les frères ou la famille ont parlé au médecin, ont demandé au médecin de faire une déclaration. Et nous avons le chef de centre, et le chef de centre a dit que je ne peux pas faire de rapport sans pourtant que j'ai l'autorisation de ma hiérarchie. La hiérarchie ici, c'est éventuellement Mikolo Lydia Jacqueline. Ce nom-là revient toujours. C'est bizarre, hein, chers amis. Qui est Mikolo Lydia Jacqueline?
c'est la ministre de Sassou de la Santé et de la Population, qui est partie de nulle part, qu'on a piloté là comme ministre de la Santé au Congo. Nous souvenons, cette même dame, enfin, moi je suis son yaya, on peut le dire comme ça. Hein? Dès qu'elle avait été mise en fonction, il y avait d'abord une directrice du centre hospitalier universitaire de Brazzaville au CHU, qui était une dame. Hein. Elle a limogé cette dame parce que cette dame-là avait donc lancé une alerte pour dire ce qui se passait là-bas au CHU. On ne peut plus continuer comme ça. Elle avait même demandé une audience au tyran Sassou. Sassou n'avait jamais voulu recevoir cette dame parce que Sassou savait réellement ce qui se passait au CHU. Et donc cette directrice du CHU à l'époque était donc obligée de faire une lettre ouverte au tyran, au néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Et elle a relaté la magouille, la destruction programmée du CHU. Mais pourquoi Sassou n'avait jamais voulu recevoir cette dame? C'est parce que cette dame-là savait sur le trafic des organes humains qui se passait, des tueries programmées par des gens qui sont des membres des confréries religieuses qui devaient forcément faire des sacrifices, certainement, aux Congolais. Donc ils ont un quota des gens qu'il faut assassiner froidement par des piqûres, ainsi de suite. Vous vous souvenez, le témoignage réalisé par ce monsieur de l'hôpital de Talangaï, où le major ou l'assistant a aussi donné les quotas aux infirmiers, aux infirmières. Donc, vous avez un nombre de gens que vous devez assassiner, froidement assassiner au niveau de l'hôpital. Donc, il n'y a plus le serment d'Hippocrate, ni l'intégrité, ni l'éthique professionnelle pour le personnel soignant. Plus vous tuez, plus vous avez des perdièmes. Donc, à chaque Congolais ou individu que vous tuez, vous obtenez un petit perdième par rapport à ça. Ah, nous avons tous suivi ce message audio. Et donc, c'est une suite logique. Quand nous entendons dans cette vidéo que on a envoyé le mari acheter l'ordonnance et derrière on injecte la femme, il n'y a pas de raison. Une femme qui vient pour accoucher, on ne cherche à injecter quoi? Ils n'ont jamais expliqué ce qui avait été injecté à cette dame-là. Donc, certainement, c'est simplement ces fameuses injections de poison, de médicaments non appropriés qui poussent, de médicaments létaux, on peut dire comme ça, un médicament létal, létal simplement pour pousser l'individu à la mort, qu'on injecte aux individus. Donc, cette sœur-là, notre sœur, qui portait un bébé, qui a porté son bébé pendant plus de 9 mois dans son ventre, et qui était donc prête à délivrer son bébé, arrive à l'hôpital, et simplement on décide de la mettre une injection pour simplement l'éliminer. Ils sont en colère. Ils viennent de perdre une des leurs après des douleurs d'accouchement. Mais ici, à Léonou, on l'a diagnostiqué qu'à Covid-19. Une femme enceinte qui devrait intervenir par césarienne. Subitement, on l'emmène ici, là, elle ne peut traiter de rien. Ici, c'est les gens de Covid-19 qui sont là. Mais elle est enceinte. Elle devrait être intervenue par césarienne. Mais qu'est-ce qui se passe au finish? Colère de la famille qui cherche alors à savoir de quoi est réellement morte leur sœur. Nous avons décidé tous en commun de nous donner le PV transmittoire entre Blanche Gomez et le Yono. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici à le Yono, on nous dit qu'il n'y a pas la lettre transmittoire. Bon, vous l'avez gardé ici sur quelle base? Sur quels critères, tout ce que vous avez fait? Que s'est-il passé? Chloé Bafouidine Tsoni a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez, censé avoir l'équipement approprié. À 21h, on appelle, la sœur quitte Makelekele pour venir à Blanche Gomez. Arrivé à Blanche Gomez, le docteur donne une ordonnance, c'est son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis une piqûre, c'est notre sœur. Et il dit chez la dame, on va envoyer votre fille à Onemo. Ça se passe à Blanche Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Tsoni est renvoyée pour succomber tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus.
Subitement, on la met directement là où il y a les gens de Covid-19 sont, là où il y a la ligne rouge. Et ce matin, on nous appelle vers 6 heures, venez, on va l'enterrer. Contactez le chef du centre de la clinique municipale Léono dit ne pouvoir parler que sur autorisation de sa ministre, la ministre de la Santé. Parce que ce médecin-là va obtenir éventuellement un per diem en le faisant. Et en envoyant les gens à la clinique Léono, parce que la clinique Léono, ce centre médical, on peut dire médical et social, a été transformé comme étant le centre qui devait recevoir des potentiels cas liés à coronavirus. Ouais, chers amis. Donc, tu l'as d'abord injecté parce que tu voulais déjà la tuer. Tu as un per diem. En la déférant à cette clinique-là, on a aussi un per diem parce qu'on a déjà envoyé potentiel un individu qui va aller donc au cimetière. Qui est le médecin en chef? Le système B-Vitré a fait ses recherches. Nous avons donc retrouvé le médecin, le patron donc qui dirige cette clinique Léono, c'est le docteur Abel Owoma. Donc O-W-O-M-A. Le docteur Abel Owoma. C'est un gars de Makwa qui a remplacé un gars de Makwa parce qu'il y avait aussi un gars de Makwa qui était là, mais apparemment, pour une affaire de diplôme falsifié, hein, Sassou était obligé donc de l'enlever. Mais c'est que vous connaissez les stratégies de Sassou. Hein. Pourquoi Sassou aime toujours mettre des gens qui ne sont pas de sa région là-bas? C'est une façon de suer la réputation en réalité des autres Congolais. Bon, déjà, lui, avec Makwa, le courant ne passe pas parce que Makwa, c'est le général Mokoko. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut envoyer un fiche de Makwa pour suer la réputation. Hein, suer la réputation. Et puis, bon, la fille qui a été tuée, c'est la fille de la partie sud. Donc, toujours mettre en porte-à-faux les sudistes et les nordistes. Vous voyez, les stratégies de ça. Donc, ce monsieur, le chef de cette clinique, ici, c'est Abel Owoma. Abel Owoma, c'est lui qui est le patron là. Pourquoi il m'a quoi à Léono? Bon, vous devez comprendre que à Léono, il y a un Makwa qui est là-bas, un fils de Makwa. Au CHU, il y a un Canadien. Pourquoi donc mettre un Canadien au CHU, là où il y a beaucoup plus de Congolais qui sont censés aller percevoir le traitement, hein, on met un étranger? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et donc, Lydia Mikolo avait enlevé cette dame que nous venons de parler, l'ancienne directrice de CHU, pour emmener un Canadien, que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons aucun résultat de ce que ce Canadien a apporté au Congo. Aucun résultat, sinon que le chaos total. Hein, chers amis. Qu'est-ce que se cache dans ce deal-là? C'est ce que les Congolais veulent savoir. Mais en tout cas, à la chute de Sassou, la vérité sortira. Voilà, Sassou aime salir les autres et les rendre toujours responsables. C'est ça qui est la vérité. Parce que tous les décès que nous sommes en train de regarder au niveau de la clinique Léono, là, il y a une responsabilité parce qu'à la fin, on verra un bilan. On dira, qui était le directeur de ce centre? Non, mais c'est le docteur Abel Owoma. Mais il est d'où? Ben, il est de Makwa. Donc, on suit donc la réputation des fils de Makwa à ce niveau-là. Alors qu'il a beaucoup plus de médecins Mboshi, hein, de sa bande Oyo, qui ne peut pas envoyer là où il tue des gens. Parce qu'on sait que quand tu rentres à Léono, à la fin, c'est tu sors, tu vas aller dans les cimetières. Donc, il va suer la réputation des enfants. C'est ça la stratégie de Sassou, diviser pour mieux régner, apporter la contradiction. Donc, ce que le docteur Abel Owoma, voilà, le docteur Abel doit savoir, à un certain moment, il sera responsable. Parce que nous sommes ici dans l'histoire. Hein. L'histoire va toujours finir par le rattraper. C'est lui qui a été là. L'expérience a démontré que notre histoire démontre que c'est lui qui était là-bas. Il y a eu tant de gens tués là-bas. Il y a eu une dame qui a été tuée là-bas parce qu'elle était enceinte, et ainsi de suite. Donc vous voyez que la responsabilité viendra sur ces gens-là. Mais lui, Abel, il est sous la pression du tyran et de Lydia Mikolo. Il faut tuer des gens pour recevoir l'aide internationale. Il faut qu'il y ait beaucoup de cadavres. Tout le monde qui rentre là, même si tu n'as pas le cas coronavirus, il faut dire qu'il a le cas coronavirus. Et ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi notre rôle, c'est aussi dire à ce médecin, parce que c'est un médecin compétent, hein, chers amis. Il faut lui dire aussi que c'est un médecin expérimenté. Nous avons fait sa recherche.
nous avons vu son cursus. C'est un gars qui est très réputé. Mais là, Sassou l'a envoyé là pour briser sa réputation, pour suer sa réputation. Et endorser la responsabilité au fils de Makwa. Vous voyez, voilà. Donc, Ouma sera reconnu responsable dans cette histoire des morts de coronavirus, puisqu'il est le chef, c'est clair. On dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on doit toujours cibler la tête. Voilà pourquoi dans les grandes coopérations, les grandes compagnies, quand la compagnie fait faillite, la première des choses, le conseil d'administration demande qu'on vire le chef. C'est clair, chers amis. Donc, la responsabilité des nombres de morts à Léono va être mise sur la tête de Abel Owoma, qui est un fils de Makwa. Donc, docteur Owoma, croyez-nous, vous êtes déjà dans la liste des génocidaires, hein, parce que c'est clair, parce que la mort de tous ces individus-là, cette jeune dame-là qui vient de mourir, qui est venue pour accoucher, l'accouchement ici, c'est devenu trop banal. Ici, les femmes accouchent même chez elles dans une cuvette, hein, ou dans sa douche. Hein. Ce n'est plus un exercice qui va tuer des gens. Vous voyez que cette dame, elle était bien portante. Pendant 9 mois, elle a porté son enfant. Et en un coup comme ça, voilà, on la liquide. Donc vous voyez que le docteur Abel, vous devez nous croire que vous êtes désormais dans la liste. Votre nom, et voilà, votre nom, nous venons de vous découvrir là. C'est comme un peu Chocolat Raoul de Pointe-Noire. Vous êtes là, vous-même, vous vous êtes vu dans le système bévitré. Hein, vous vous êtes identifié vous-même. Et quand vous faites ce genre d'actes, le système bévitré va vous chercher, va vous ramener en public, va mettre votre photo. Ah oui, parce que dans les jours qui viendront, nous mettrons votre photo. Ou dans les heures qui vont suivre, nous mettrons votre photo. Les gens vont savoir que vous êtes désormais parmi les génocidaires du Congo pour le sale boulot de Sassou et de Lydia Mikolo que vous êtes en train de faire. Voilà, donc c'est clair. Mais ce que le docteur Abel Owoma doit savoir, vous serez la prochaine victime de Sassou. Parce que quand vous servez Sassou pour faire ce travail-là, parce que Sassou cherche un intérêt, il veut chercher des fonds sur le marché international lié à coronavirus. Donc il utilise des gens compétents comme vous. Il va briser votre carrière, c'est ça Sassou, il brise les intellectuels, il brise leur carrière, et il vous met dans une position de difficulté avec la réputation de génocidaire. Mais comme les ordres sont revenus de Sassou, à la fin, qu'est-ce que Sassou fera? Et je mourrai sans laisser les traces. Donc, c'est ce que Sassou a toujours dit. Je partirai, mais je ne laisserai pas de traces. Donc, vous devez savoir que vous serez la prochaine victime de Sassou. Parce que vous avez fait le boulot, vous connaissez le secret, Sassou finira par vous éliminer. C'est ça. Et c'est clair, Sassou va vous éliminer pour effacer toutes les traces liées à cette magouille, à tous ces assassinats, ces meurtres liés à coronavirus que le régime est en train d'effectuer à la clinique Léono. Mais ce que vous devez savoir, notre frère docteur Abel Owoma, souvenez-vous du général Avoukou, qui est aussi un fils de Makwa, qui a brièvement servi Sassou. Sassou a fini par les liquider. Ah oui, c'est ça. Ce sont eux qui ont aidé Sassou à chasser les Souba au pouvoir, mais Sassou a fini par le liquider. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ça, c'est aussi un frère de Makwa, comme toi, Abel Owoma, le général Avoukou. Voilà, donc c'est clair. Le système Sassou fonctionne de cette façon. Là, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. La clinique de Oyono, là, les Yono, là, le docteur Abel doit savoir pourquoi l'hôpital de Oyo n'a pas joué ce rôle-là. Apparemment, c'est l'hôpital qui est plus équipé, non? Pourquoi ils n'ont pas joué ce rôle-là? Pourquoi on va mettre ça, les Yono? Curieux. Mais aux parents des victimes, vous devez savoir que vous devez demander des comptes à Abel Owoma et à Lydia Mikolo, hein, Mikolo Lydia Jacqueline, hein, c'est clair, vous devez demander des comptes à ces gens et vous devez, pour tous les actes des décès et tous les autres documents, car on veut simplement dire que les signataires de ces faux papiers seront punis à la chute de Sassou, y compris vous, Abel Lydia, Abel Owoma, et Lydia Jacqueline Mekono pour complicité de génocide et de meurtre pour les Congolais. Bon voilà, donc je crois que là on comprend que tout ça, Sassou fait ça, il cherche de l'argent pour avoir des fonds
des fonds du coronavirus. Mais ce que vous devez savoir, chers amis, il y a une chose que je veux quand même souligner avant que je rentre dans les affaires du musée de la fille de Sassou. Pourquoi les Chinois? Ils sont au total 12 experts médicaux anti-épidémiques du gouvernement chinois qui sont arrivés au Congo par le beach de Brazzaville en provenance de Kinshasa. Pendant une semaine, ils partageront leurs expériences avec les médecins et infirmiers de Brazzaville, ceux de Pointe-Noire, ainsi que des médecins de l'hôpital militaire sur le diagnostic et le traitement des patients infectés de la COVID-19. Mafouline, ambassadeur de Chine au Congo, pour plus de précisions. Ils vont échanger avec les médecins congolais. Ils vont discuter avec le ministère de la Santé publique. Ils vont même procéder à une formation des médecins et des infirmiers congolais. Oui, c'est plutôt un échange. Ils vont pour partager les expériences que la Chine a eues pendant sa propre lutte contre la pandémie. L'équipe d'expertise médicale chinoise anti-épidémique aura des rencontres avec les autorités congolaises, notamment la ministre en charge des questions de santé et le premier ministre chef du gouvernement. Les experts chinois procéderont également à la sensibilisation du personnel de l'ambassade de Chine au Congo à la pandémie du coronavirus. Pourquoi les Chinois viennent au Congo? Nous avons tous vu les Chinois dans un canot rapide traversant de Kinshasa à Brazzaville. Et l'ambassadeur de Chine a dit qu'il venait pour donner la formation aux médecins chinois, aux médecins congolais, pour aider les Congolais. Quand même curieux. Hein? Mais nous pensons que les Congolais guérissaient déjà le coronavirus, non? On pensait ça. Raoul Chocolat, à Pointe-Noire, le directeur de l'hôpital Assisi, a dit qu'il guérissait le coronavirus. Ces acclamations nourries et répétées de l'assistance sont consécutives à la sortie de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire de Madame Romaric après 3 semaines d'hospitalisation à ce centre hospitalier pour cause de Covid-19. Là, vraiment, Dieu a fait grâce. Avec les docteurs aussi, je remercie Dieu. L'accueil et le suivi de cette patiente, la première à témoigner de cette pandémie, avec le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé. Cette patiente est arrivée ici dans un état de perte de connaissance. Elle a été oxygénée, elle a été prise en charge avec tous les médicaments et voilà aujourd'hui on assiste à sa sortie. Et je vous informe que notre structure prend en charge ces malades depuis le mois de février 2020. Nous sommes actuellement à près de 50 cas que nous sommes en train de sauver. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas de décès, mais il y a eu beaucoup plus de gens que nous avons sauvés et nous avons traités qui sont remis à la disposition de leurs parents pour continuer le traitement à la maison. Ceux qui ne croient pas, effectivement, c'est parce qu'ils ne voient pas. Nous sommes obligés de faire passer cette séquence pour que les gens croient à la maladie. La maladie existe et la maladie est en train d'être soignée à l'hôpital général Adolphe Cissé. La maladie est bel et bien là, en République du Congo, évitant le doute systématique. Il nous a présenté une scène hein, où il nous a montré une dame sortant soi-disant de sa salle de réanimation. Que cette dame a fait plus de 3 semaines et là elle est guérie. Donc vous n'avez plus besoin de l'expertise des Chinois. Non? Et pourquoi vous emmenez donc des Chinois? Pour nous, nous pensons que l'arrivée de ces Chinois-là viennent peut-être pour donner beaucoup plus de techniques comment massacrer des Congolais à grande échelle. Parce que si vous-même vous guérissez déjà coronavirus, vous n'avez pas besoin de l'expertise des autres personnes. Non? Alors ça c'est une question logique hein, pour des gens qui ont le raisonnement. Hein? Ah, c'est ça. Chocolat Raoul vous a montré des cas de guérison. Et il a même dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de retrouver leur guérison là à Pointe-Noire. C'est ce qu'il a dit. Ouais, chers amis. Et nous sommes surpris de voir entre guillemets, des experts chinois qu'on nous a présentés. On ne sait pas si ce sont des prisonniers chinois, des agents de nettoyage en Chine, qu'on nous emmène comme des experts au Congo. Et tout ça, c'est avec des échanges pétrole encore, avec des matières premières.
Donc, on peut simplement dire que vous avez déjà les techniques et les médicaments pour soigner le coronavirus au Congo. Vous n'avez pas besoin de l'expertise des Chinois. Bon, maintenant, il y a encore un truc que moi, j'étais en train de me questionner. Je regarde simplement si j'ai oublié ça dans mes notes. Mais où sont passés les remèdes que nous avons reçus de Madagascar? Ça encore, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça au CHU, ni même dans ces centres-là. Nous pensons aussi que ces remèdes-là seraient peut-être encore même mieux encore pour continuer à traiter le cas de coronavirus dont vous n'avez pas besoin des Chinois. Chers amis. Parce que vous avez fait confiance à ces médicaments et ces médicaments-là sont en train de prouver. Donc vous n'avez pas besoin de la Chine. La Chine, est-ce que la Chine a sorti un médicament? Non. Pour soigner le coronavirus, non. Sinon, les Américains auraient déjà acheté les remèdes de la Chine pour soigner plus de 100 000 morts des cas de coronavirus aux États-Unis, ou plus de 20 000 en France, en Italie, en Espagne, ainsi de suite. Chers amis. Et apparemment, les Chinois n'ont pas de médicaments. Donc, vous n'avez pas besoin des Chinois là pour faire ce travail-là. Oui, chers amis. Donc, nous suspectons autre chose pour cette arrivée des Chinois, les Chinois dans le cas de Sassou. Bon. On va finir par musée d'Édith. Sassou, vraiment, c'est incroyable. Ce musée que nous venons tous de voir, chers amis. Oui, certains m'ont dit ils sont choqués, mais moi je ne suis pas choqué parce que je connais les méthodes et les techniques de Sassou. Parce que c'est inimaginable que les retraités congolais ont plus de 4 ans sans paiement de pension. Les étudiants, les bourses ne sont pas payées. Les salaires sont payés à compte-gouttes. Même le personnel soignant de l'hôpital de Oyo sont en grève parce qu'il y a un problème de salaire impayé. Mais voilà un homme qui dépense là, qui venait là de sortir des multimilliards de contribuables congolais pour aller bâtir ce qu'il appelait un musée à sa fille Édith. Curieux, chers amis. Nous pensons que ce musée-là devait être construit au Gabon, non? Parce que légitimement, illégalement, Édith était gabonaise, parce qu'elle était mariée au président du Gabon, Omar Bongo. Et nous doutions fort que les Gabonais ont rejeté cette femme-là. Apparemment, elle avait été aimée par les Gabonais aussi. Non? Ça devait être une fierté des Gabonais, non? Ou qu'il y ait un musée au Gabon au nom d'une première dame quelconque du Gabon. Chers amis. Mais, chers amis, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, je suis très étonné de voir Sassou a au moins combien d'enfants, chers amis? Peut-être plus de 40, 50 enfants. Sassou va donc construire 50 musées, si seulement si ces 50 enfants décédés avant lui. Ça, c'est la question que nous voulons nous poser. Sassou. Sassou, le tyran Sassou. Vas-tu construire 50 musées si les autres enfants décédés aujourd'hui avant toi? Ça, c'est la question que vraiment, moi, je me suis posé, du monde se sont posés, toute l'équipe du système Bévitré s'est posée. S'est posée. Mais malheureusement, cette musée ne nous montre que les robes, les chapeaux et tout, les chaussures, mais cette musée ne nous montre pas les strings, les soutiens-gorge. Chers amis, ne nous montre pas. Mais ça, où sont passés les soutiens-gorge d'Édith? Où sont passés ces strings? C'est ce que nous voulons savoir, chers amis. Que Sassou nous dise pourquoi ce musée-là ne présente pas les strings, les soutiens-gorge, les caleçons, tout ce que Édith portait. Pourquoi ça? Pourquoi il ne représente pas ça? Où sont passés donc cette partie-là? Tu l'as caché pour toi-même, pour aller te cacher et peut-être... Vous comprenez, j'ai pas envie de sortir ça. Est-ce que tu vas dans les toilettes, dans ton lit, tu poses les slips d'Édith et les strings et tu es là-dessus ou comment là? Pourquoi tu as caché ça? Et ça, c'est la question que les Congolais te posent. Bon, mais encore une chose, c'est que tous ces
ces habits, les chapeaux qu'on vous a présentés, apparemment, ça n'a pas été fait par des couturiers congolais ou des couturières congolaises. Hein? Le musée, nous pensons, quand on expose des choses originelles qui représentent votre culture, qui représentent votre nation. Et nous pensons aussi que tout ce que Sassou vous a présenté dans ce musée, il n'y a même pas des Gabonais qui ont mis leur main là-dessus, là, leur signature, là. Hein, chers amis. Voilà le côté ridicule de cet homme, l'idiotie. Quand on est bourricot, c'est ça qu'on présente au monde entier. Hein, chers amis. Aucun de ces habits ou des chaussures, apparemment les chaussures que nous avons vues, ce sont des chaussures griffées griffes européens, hein, des marques italiennes, françaises, les robes peut-être américaines, des français. Voilà toutes les grosses marques américaines ou italiennes que vous connaissez, qu'on nous a présentées. Aucune griffe de ce qui est lié au Congo, au Gabon, à l'Afrique, aucune signature. On n'a rien à cirer de cette pourriture des habits que tu venais de nous montrer, parce que même la culture congolaise n'est même pas représentée. Et c'est ça qui montre ta médiocrité. Démontre que tu es con, tu es bête, mais tu ne comprends rien. C'est normal. Hein? Vous voyez, donc même l'art de notre pays n'est pas représenté dans tous ces habits. Rien du tout. Rien. Il vient de nous exposer tout ce qui est lié à l'Europe, à l'Occident. Donc, le complexé Sassou, il vient encore de nous montrer comment il est complexé avec ce qui est fabriqué par les autres. Hein, comme un peu vos sapeurs inutiles là qui vous montrent des chaussures fabriquées par les autres. Ils ne vous montrent même pas le tissu fait par le Congolais. Et voilà, ces mêmes individus, vous pouvez le remarquer par déjà même le caractère de peau, comment ils se desquament la peau. Hein, comment ils veulent changer la peau. Ils ne sont plus noirs, ils étaient noirs, noiros. Moi j'ai l'habitude de les appeler comme ça. Ils étaient noiros comme moi, noirs comme ça. Mais ils sont en train de faire une desquamation pour enlever la couleur originale qu'ils détiennent pour devenir de plus en plus comme celui qui fabrique leurs vêtements. Comme Sassou, un maquilleur, il est dans le Carolite, tous les produits, il est là-dedans, il est là plongé. Le complexe d'infériorité, c'est ça ce type, il est toujours complexé. Encore dans ces photos que vous venez de voir, vous voyez qui est en train de faire présenter ces documents-là, ces habits-là, qui ne représentent même pas notre art du Congo, même notre art d'Afrique là-dedans, où il n'y a aucun couturier du Congo ni d'Afrique là-dedans. Vous voyez qui est là-bas, dans tous ces gens. Vous avez vu un Congolais là-bas, dans cette équipe qui est en train de faire l'installation ou la présentation là. Aucun Congolais, ni même un Africain. Tous c'est des Européens qui sont venus. Le complexe d'infériorité. Voilà le néron tropical, comment il est. Il est inférieurement... Chers amis, c'est incroyable. Non, mais moi, quand je vois ce type, il est nul. Hein? Un Sassou. Et ça, là, c'est normal. Ceux qui vont acclamer, c'est normal. Parce qu'ils sont de l'Homo sapiens. Parce que nous serons fiers si tu nous présentais un truc fait par les Congolais. Ah, chers amis, vous voyez que là, je ne suis pas encore rentré dans ce qui va arriver à ces habits-là. Hein, là, je suis en train de te prendre point par point pour montrer ta médiocrité, pour montrer comment tu es bête, comment tu es un idiot, comment tu es un con. Celui que vous appelez président, moi je l'appelle un con, un troubadour, comme on dit, un mamadou, un bineta, comme on a l'habitude de dire. Oui, chers amis. Mais... je suis aussi très convaincu que si Sassou mourait aujourd'hui, Christelle Sassou Denis et Sassou Claudia vont faire un musée au nom de Sassou. Ils vont nous présenter les chaussures en crocodile que Sassou a achetées avec de l'argent volé du Congo, exposer ces chaussures en crocodile là, les vêtements chers, griffés, qu'il a achetés avec les fonds du contribuable congolais, dont tous les rapports de Global Witness venaient de nous parler. Hein? L'argent du Congo qu'il a volé, du pétrole qu'il a volé, qu'il est allé là où il a caché l'argent du Congo dans 36 comptes bancaires, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers internautes. Le tyran Sassou, le néron tropical, le reptilien de la mauvaise espèce, le grand démon, le Nkuyu Wayuma, le Nkadiam Pemba, Mutantu Mukuyu, que nous avons l'habitude d'appeler, il a caché, hein, chers amis, hein, à Saint-Marin,
l'argent du Congo. Pas dans un compte, deux comptes, mais dans 36 comptes bancaires. Voilà l'intention. La volonté manifeste de voler. Et vous voyez que même un juge, dès que tu te présentes à un juge, on dit non, mais on a découvert un compte, deux comptes, trois comptes, 36 comptes bancaires. Là où il prenait l'argent de là, il met là, il met de ce monsieur. Mais le juge va te dire tout de suite que c'est la volonté manifeste, bien programmée de voler l'argent et de cacher l'argent. J'espère que Claudia va nous exposer les chaussures en crocodile, que ça soit payé à coût de millions de dollars. Une chaussure en crocodile à plus de 100 000 dollars. Des costumes à plus de 200 et quelques mille dollars. Nous allons penser que ces enfants-là vont aussi exposer ça dans le musée Sassou Denis, si Sassou mourait aujourd'hui. Bien sûr, des chaussures et des habits fabriqués toujours à l'étranger, hein, qui ne représentent pas notre art, hein, qui revient d'ailleurs. Aucun Congolais n'a besoin des habits d'Edith, n'a besoin des chapeaux, des chaussures d'Edith. Vous connaissez le rôle qu'Edith a joué. Edith était obligée de coucher avec Chirac pour que Chirac puisse accepter le projet de Sassou, de venir nous envahir, de chasser la démocratie, de briser notre rêve. C'est ça le point clé. Les Congolais, nous n'avons jamais parlé de cette affaire, mais là nous vous le disons. Parce que là, Sassou est allé, il est en train de percer l'abcès lui-même. Edith a couché avec Jacques Chirac. C'est ça qui a fait que Chirac puisse donner le hockey. C'était le coup. Et voilà jusqu'à quel niveau Sassou a poussé sa fille pour revenir au pouvoir par la force. Chirac, au départ, n'avait pas l'intention de faire revenir. Sassou est allé rentrer dans les fétiches de domination et donc la fille est allée donner son corps à Chirac. Et c'est ça qui a fait que Chirac puisse approuver. Mais puisqu'il y avait déjà Bongo qui était là, et il a encore donné son corps, Chirac a approuvé. Les Congolais n'ont pas besoin des habits de Edith. Edith est criminelle. Vous savez ce que nous ferons? Nous ressortirons les restes du corps d'Edith et nous jugerons les restes du corps d'Edith pour les actes qu'elle a eu à commettre. Le malheur que nous vivions aujourd'hui est parti d'Edith. C'est elle qui est la pièce maîtresse de faire revenir le malheur. Donc c'est une sirène du diable qui a emmené le malheur dans notre pays. Le Sodome et Gomorrhe est venu au Congo à cause d'Edith, qui a vendu son âme, qui a vendu son corps aux reptiliens, au diable pour ramener le dragon du Père au pouvoir. Donc, Edith est génocidaire, elle est criminelle, numéro 1. Les financements, les armes, tout ont trafiqué par le Gabon pour que ça puisse arriver au Congo. Et éventuellement la signature qu'elle est allée chercher en livrant son corps et son sexe au président Chirac. C'est ça qui est la vérité qu'on vous a jamais dit. Donc pour nous, le peuple congolais, elle représente les génocidaires que ce pays-là n'a jamais connus. Les Congolais n'ont pas besoin de voir ses habits. On n'a rien à cirer de ses habits. De toutes les façons, les pygmées vont s'en occuper. Les termites vont s'en occuper. Qui va acheter les trucs laissés par Edith? On n'a rien à cirer de ça. D'ailleurs, tu dois même avoir honte que tu arrives même à aller prendre les malles des habits au Gabon pour le ramener au Congo, chez toi, Oyo, et de l'exposer. Tu es quand même fier, là. Tu devais être gêné de ça, non? Non? Mais pourquoi tu n'exposes pas ces caleçons, ces soutiens-gorge, ces strings et tout ça? Pourquoi tu n'exposes pas ça? Et ça, tu as gardé pour toi-même? Edith, c'est une femme qui a contribué à l'assassinat de la démocratie, au massacre des Congolais. Le capital de décès de Sassou a plus d'1 million de Congolais de morts assassinés par Sassou. C'est Edith qui endosse aussi cette responsabilité. Tu crois que Edith est où? Oui, tu cours partout au Vatican, qu'on puisse la canoniser une sainte. Tu bâtis des cathédrales, tu donnes au Vatican, aux catholiques pour qu'on puisse pousser. Tu bloques le dossier du cardinal Émile Biaïnda pour qu'on puisse pas le canoniser comme un saint. Le cardinal qui a servi. C'est là où moi je critique les catholiques. Moi je suis très furieux contre les catholiques. Le cardinal Émile Biaïnda, votre cardinal qui a servi l'église, vous n'arrivez pas à le canoniser parce qu'un individu vous a acheté, vous a donné de l'argent, il vient au Vatican vous donner de l'or.
C'est une honte pour le pape, c'est une honte pour les catholiques, c'est une honte pour cette institution. Il faut canoniser le cardinal Émile Bayenda. Allez-y dire au pape François, c'est une honte pour votre institution. Et oui, nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Donc pour lui, Sassou, Edith est une... Sais-tu quoi que Edith est où? Elle est où? Elle est au paradis, elle est en enfer. Parce qu'il y a des milliers des âmes du Congo qui pleurent, qui la pourchassent. Elle ne trouvera jamais la paix sous la terre, dans les eaux, partout. Elle est en enfer en train de brûler. Donc tu peux bâtir des grands palais à son nom, ça n'aura aucune valeur. Au contraire, tu pourrais peut-être faire une fondation, non? Si tu étais un homme de cœur bien, hein, de bienfaisance. Une fondation, non? Une fondation qui devait retourner, si réellement elle était une femme bien, retourner son bienfaisance au niveau des populations du Congo, reconstruire des villages au nom de la fondation Edith dans le Poul, que vous êtes allé briser, rebâtir des véritables écoles comme à Oyo, dans le Poul ou dans toute la partie sud, ou même dans la partie nord, vers les Kélé, les Makwa, les Bundi, les Pena, au nom de la fondation Edith, non? Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu es toujours dans le luxe, dans les dépenses exponentielles, bidons, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Edith pourrit elle pourrit dans l'enfer. Elle est en train de brûler, de se calciner. C'est ça qui est la vérité. Plus d'un million de morts de Congolais pour ce que ta fille Edith a créé. Tu peux l'honorer, tu peux le pleurer, mais on n'a rien à cirer de elle. Rien. On n'aura jamais de la compassion, ni pour toi, ni pour Edith, ni pour ta famille, parce que tu as brisé le rêve de tout un enfant de ce pays. Nous là, tu as un cœur dur, n'est-ce pas, hein? Mais nous avons une fois le cœur dur quand il s'agit de toi et de ton système et de ta famille. Parce que ce que vous avez fait, c'est pire que du diable, c'est de la sorcellerie. Voilà, au lieu que tu bâtis ces palais-là, paye au moins les retraités, paye au moins les infirmiers, même de l'hôpital d'Edith, là. C'est ce que tu devais faire, Sassou, là. Hein? Voilà à quel point tu es médiocre, tu es con, tu es bête, c'est clair. Et nous, on va te le dire, pour nous, tu ne représentes rien. Même du matière fécale a plus de valeur, plus de respect que toi, c'est clair. Bravo au président Rolonitou parce qu'il nous a sorti ces photos qu'il croyait cachées. C'est une honte. Mais ce qui est vrai, les termites vont bouffer ces robes-là et ces chaussures-là. Ces grands palais-là vont s'écrouler. C'est une question de temps. Oui, pourquoi construire pourquoi construire un musée à Edith alors que les 15 hôpitaux n'ont jamais vu le jour? C'était là la priorité, non? Vous voyez, à la place, tu es allé assassiner le docteur Nzondol de Sibiti pour rien, au lieu de construire un hôpital là, des multimillions, des gens qui viennent en jet privé. Vous voyez que ces photos-là sortent pendant que nous sommes en période de confinement. Donc il y a des avions privés qui viennent atterrir là au Lombo, là, pour simplement mettre en place ce musée-là. Vous voyez l'intention de l'homme, hein? Tu crois que Oyo va devenir la capitale du Congo? C'est dans ta tête, dans ton rêve, là. C'est un rêve que tu ne verras jamais, ni tes enfants, ni tes parents. Allez-y dire, on n'a rien à foutre d'Edith, c'est clair. Alors, si tu avais au moins un cœur, mais tu n'en as pas, parce que tu es un animal, c'est clair. Tu l'aurais pu même construire un hôpital, non? Sur les 15 hôpitaux qui n'ont jamais vu le jour. Voilà un peu, chers amis, ce que je tenais à vous dire. C'est une honte, une véritable honte. Des projets d'industrialisation accélérés que nous n'avons jamais vus avec Bouya Jean-Jacques, ils ont tous bourré, ils ont tous détruit. Alors, tes photos que tu exposes, la photo d'Edith. La Edith est sainte, elle a la maman de qui? Edith ne représente qu'une pourriture et c'est ça, chers amis. Et nous, on n'est pas là pour être gentils avec toi. Hein, ça se voit. Jamais. Voilà. Chers amis, merci d'avoir suivi ce direct. Que tous les esprits nous accompagnent. Au nom du cardinal Émile Bayenda, Monseigneur Ernest Kombo, on va revenir à la partie FMI Banque mondiale prochainement. Mais c'est clair qu'il n'aura rien. Il n'aura rien. Hein? Comme on l'a dit, 300 millions de dollars, c'est un gros sac d'arachide. Dans le gros sac d'arachide, il n'a eu qu'une graine d'arachide. 300 millions de dollars qu'il voulait, américain, c'est le gros sac de foufou.
Mais il n'a eu qu'un petit bâton comme ça de foufou qu'il ne peut même pas mettre dans un moulin. Le FMI travaille en connivence avec la Banque mondiale. Ce que la Banque mondiale lui a donné, ça suffit. David Malpass ou Malpass a été clair quand il est passé à la Radio France Internationale. Il était clair. Ça ne n'aura rien. Le baril de pétrole est en train de chuter. On est dictateur avec de l'argent. On ne peut pas être dictateur sans argent. Les traders, Glencore, Trafigura, Mercuria, sont sur la ligne, comme Sassou les a montis dans les 920 000 barils de pétrole qui venaient de frauder avec Total. Mais cette fois-ci, les traders ont des yeux grandement ouverts. Alors, peuple congolais, nous avons dit, le pays demeure fermé. Demain, c'est le 1er juin. Certainement, il y aura le déconfinement. Si vous ne suivez pas les consignes, vous êtes très mal barré avec ce bourrico, ce fils de Mouébara, ce diable, le plus mauvais que la sous-région n'a jamais connu. La menace de la dévaluation du franc CFA est claire. Lui et moi, l'Afrique de l'Ouest passera à l'écho. L'Afrique centrale est dans la merde. Les autres chefs d'État, Biya, Obiangema, Déby, Touadéra, tout ce monde-là, même Bongo, disent le mauvais élève, c'est Sassou. À lui seul, il détient plus de 50%, plus de la moitié, ou on peut dire les 2/3 des dettes de la sous-région. Alors ces gens-là ne veulent plus le voir là. Maintenant, c'est à vous, le peuple congolais, de prendre le dessus. Aux militaires qui continuent encore à jouer, vous êtes très mal barrés. Vous voyez que vous n'avez plus rien, ce sont des étrangers qui sont là. Hein? On vient de l'expliquer là, c'est le berceau des mercenaires étrangers là. Alors, un seul, même un caporal peut prendre les commandes de ce pays en une fraction de seconde. Si vous dormez, continuez de dormir. Mais nous vous demandons d'aller dans la phase numéro 1, qui va se dérouler sans effusion de sang du peuple. Sinon, nous lançons un appel encore aux donateurs internationaux. Nous voulons ici des gros capitaux, des multimillions de dollars pour chasser Sassou du pouvoir. Vous avez notre email, contactez-nous et nous allons vous dire la procédure. À bon entendeur, salut. Que le cardinal Émile Biayenda soit avec nous, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi, Régis Patola, les disparus du beach de Brazzaville qui sont à plus de 100 000, qui sont à plus de 10 000. Les 570 Congolais que Sassou a enterrés dans une fosse commune, qu'il n'a jamais même donné les identités. Il les a traités d'indigents. Nous savons que Sassou a bu leur sang, il s'est nagé, il s'est lavé dans leur sang. On ne va pas oublier ceux qui sont morts dans les cachots de Chakona, nos jeunes dont Sassou a avalé le sang. On ne va pas oublier ceux qui sont partis le 4 mars 2012, les partenaires de Sassou, les supporters de Sassou, mais il les a explosés là-bas. Et ces mêmes partenaires-là, les parents continuent de supporter Sassou, quand même que la vie sociale est en déclin, les inondations, des éboulements frappent tous ces parents-là dans les quartiers nord de Brazzaville. Ces gens-là continuent de supporter Sassou. C'est une honte, mais vous allez aller dans la tombe avant Sassou. On ne va pas oublier ceux qui sont morts au génocide avec Kongono. Ceux qui sont morts au génocide dans le Poul. Et Sassou veut encore préparer un énième génocide. Mais dites-lui, cette fois-ci, ça va casser partout. On ne va pas oublier le capital de décès de Sassou. Les Congolais qui tombent lors du référendum ou dans toutes les villes du pays à cause de la répression des forces de la Gestapo. Le capital de décès de Sassou qui s'élève à plus d'1 million de Congolais. Ce qui représente aussi le capital de décès créé par sa fille Edith, que Sassou venait de construire un musée. Je ne veux pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.